Hein? Ah non, все. Русский, что еще? Один от двух языков. Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Меня зовут Константин Волков, я директор Русского дома науки и культуры в Париже. Je m'appelle Constantin Volkov, je suis directeur de la Maison russe de la science et de la culture à Paris. Я рад вас приветствовать в нашем доме. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la maison. И хотел бы сначала обратиться к нашей франкоязычной публике, чтобы рассказать, каким образом можно пользоваться синхронным переводом. Et comme d'habitude, je tiens à m'adresser à nos spectateurs francophones pour signaler que la fonction de l'interprétation simultanée est opérationnelle pendant toute cette conférence. Pour en bénéficier, vous pouvez trouver des boutons en bas et à droite de l'écran, derrière le petit globe, qui vous permettent à faire la sélection entre les chaînes russes et françaises. Je crois que vous trouvez tout ce qu'il faut et vous allez nous suivre avec plaisir. Итак, я перехожу на часть приветствия, дорогие друзья. Chers amis, l'année du 60e anniversaire du vol de premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Nous sommes heureux de vous voir sur notre site, sur nos ressources informatiques. Et aujourd'hui, nous proposons à votre attention une nouvelle rencontre thématique avec les personnes qui ont grandement contribué à l'exploration de l'espace et au développement de la cosmonautique russe et de l'astronautique mondiale. La conférence d'aujourd'hui n'est pas la première dans le cadre de ces événements liés à l'anniversaire de Gagarin, mais elle est bien particulière. Les héros de notre nouvelle émission du cycle les rencontres autour de l'espace sont aujourd'hui M. Vladimir Solovyov, cosmonaute russe, concepteur général de l'entreprise Energia, et Michel Tonini, pilote astronaute français. Et aujourd'hui, notre rencontre aujourd'hui est consacrée à la station orbitale soviétique et à Mir. Monsieur Vladimir Solovyov est concepteur, ingénieur, cosmonaute qui a effectué de vols dans l'espace et qui a été sur la station spatiale Salyut et Mir et qui, bien évidemment, a effectué un vol légendaire entre les deux stations sur le lanceur spatial Soyouz. Il a dirigé et a gestionné le vol du complexe orbital Mir. Il était le vice-directeur du programme de MKS, de Station spatiale internationale, sur la gestion des vols, et il a coordonné des satellites de communication Yamal. Et également, il a dirigé des recherches sur des boosters, y compris sur le programme Morskoye Star. Le cosmonaute français Michel Tonini est pilote de chasse qui faisait partie également de l'escadron militaire Normandie-Niémen, cosmonaute de l'Agence spatiale européenne et anciennement le directeur du Centre européen pour la préparation de cosmonautes à Cologne. Et aujourd'hui, notre modérateur sera Nicolas Pillet, notre enthousiaste connaisseur de la cosmonautique russe, de l'astronautique mondiale, auteur du projet cosmonautica.com. Et nous vous prions également de nous indiquer les villes et les pays d'où vous nous regardez pour que l'on puisse découvrir la géographie de nos spectateurs. Et maintenant, je passe la parole à vous, Nicolas. Je vous en prie. Bonsoir Constantin, merci beaucoup de me donner encore une fois l'opportunité d'interviewer des personnes aux carrières exceptionnelles, 2 ce soir, c'est beaucoup. Vladimir Solovyov tout d'abord, donc je l'avais déjà présenté, hein, il a été cosmonaute. Vladimir, vous êtes allé dans l'espace 2 fois, sur Salyut 7 et sur Mir, et vous étiez d'ailleurs sur la toute première mission à bord de Mir, qui était bien sûr historique. Et puis, donc, Michel Tonini, en France, on ne présente pas Michel Tonini, il a été notre 3e cosmonaute français, et puis, donc, il a volé sur Mir, et puis, quelques années plus tard, sur la navette américaine. Alors, vraiment, merci de tout cœur à tous les deux d'être avec nous ce soir.
Alors, je vais m'adresser directement à vous, Vladimir Solovyov. Donc, vous avez été ingénieur chez NPO Energia, vous avez été cosmonaute, 2 fois héros de l'Union soviétique, et à partir de 1988, vous avez géré les vols habités. Maintenant, vous êtes constructeur général de RKK Energia, ce qui fait un peu de vous le successeur lointain de Sergueï Korolev, du légendaire Sergueï Korolev. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et quel a été votre parcours avant de rentrer chez NPO Energia? Я бы так сказал. Во-первых, сравнить меня с Королевым это слишком. On ne peut pas me comparer peut-être à Sergueï Korolev. Pour nous, vous voyez, c'est la personne principale unique au monde. Mais je vais vous raconter quand même mon parcours, comment je suis devenu concepteur, constructeur général. Moi, j'ai bien voulu effectuer des vols dans l'espace, faire quelque chose, apporter ma contribution pour des vols spatiaux. Donc, c'est plutôt mon parcours. Il m'a mené comme ça vers RKK Energia. Je n'y ai jamais pensé, mais c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, votre première affectation pour voler s'est faite sur une mission que nous, en France, nous connaissons très bien, puisque c'était la première mission d'un cosmonaute français. C'était en 1982 et vous étiez dans l'équipage de réserve avec Patrick Baudry. C'était la première fois que des Occidentaux volaient sur un Soyouz. Et alors, racontez-nous comment s'est passé l'entraînement et comment s'est passée la collaboration entre les Soviétiques et les Français, sachant qu'on était encore en pleine guerre froide. Patrick Baudry a dit souvent dans des interviews qu'il était en Union soviétique souvent considéré comme un espion. Ну, знаете, я начну с того, что... Vous voyez, je commence par le fait que tout a commencé que dès que j'ai été diplômée de l'Université technique Bauman, j'ai été ingénieur concepteur à Energia et là, dans l'un des bureaux de construction principaux de Moscou. Et puis après donc cette société de recherche et de production, j'ai pensé quand même à effectuer un vrai vol dans l'espace pour voir comment ces constructions sont mises en œuvre, ce que j'ai vu dans les sociétés de recherche et de production. Est-ce que c'est vrai que dans l'espace, c'est bien conceptionné? Donc, moi, j'ai choisi ma voie de cosmonaute. La première fois, pour moi, c'était un échec parce qu'on m'a posé des questions sur ma santé, que quand même, j'ai eu des soucis au niveau de gorge et ils m'ont proposé même de faire l'opération sur mes glandes. Mais la deuxième fois, heureusement, j'ai réussi. Donc, et oui, c'est vrai, mon premier équipage, c'était avec un Français, M. Patrick Baudry. Mais non, vous voyez, il exagère quand même un peu que l'on a considéré comme un espion. Je crois qu'il se vante plutôt. Non, en effet, je vous assure qu'il n'a été jamais considéré comme un espion. C'était un gars très sympathique. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup entraîné ensemble. On a joué aussi au foot ensemble. On a fait du sport ensemble. On a joué au squash aussi. Oui, malheureusement, maintenant, on le fait moins souvent, mais quand même, on se voit de temps en temps. Au niveau de préparation des entraînements, c'est toujours pour nous une mission bien difficile, mais quand même très intéressante. Il y a beaucoup d'enjeux et de problèmes auxquels nous faisons face. C'est un travail bien fastidieux et qui demande de l'énergie. Tout d'abord, ce sont des vols en apesanteur, les sauts avec parachute. Et là, il nous demande beaucoup de concentration et beaucoup d'attention particulière. Après, nos voies, malheureusement, on a pris chacun sa voie à sa carrière et puis on a commencé à travailler sur Salut 7. Moi, je fais mon vol un peu avant, lui, mon deuxième vol un peu avant, lui un peu après.
Et je suis très content que Patrick et moi, nous avons quand même réalisé notre rêve principal d'aller dans l'espace. Et on vous comprend bien évidemment. Alors justement, votre premier vol, c'était sur Salyut 7, donc en 1984. À ce moment-là, vous avez réalisé 6 sorties dans l'espace et vous aviez battu le record de durée dans l'espace, de durée d'un vol spatial. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les stations Salyut étaient conçues, à quoi elles servaient, dans quel but elles avaient été construites et quels souvenirs vous gardez de cette première mission sur Salyut 7? Ну, станции «Салют» создавались. Cette station, tout d'abord, a été conçue uniquement comme une station purement scientifique. Il y en avait beaucoup, Salyut 1, Salyut 2, Salyut 4. Il y avait des stations qui n'ont pas réussi. Sur d'autres stations, il y avait beaucoup de vols. Il y avait beaucoup d'expériences bien réussies. Après la station avec un seul amarrage, donc il y avait des stations comme Salyut 6 ou Salyut 7, et puis on pourra charger un peu plus. Puis on avait des expéditions de visite. Après, nous avons créé un système, nous avons réussi à créer un système de réapprovisionnement, de ravitaillement dans l'espace. Nous avons réussi à créer donc, le vaisseau de cargo Progrès, qui a réussi à prendre de 1,5 tonnes dans l'espace. Donc, pour moi, c'était une nouvelle tâche bien intéressante. Et je demandais notre concepteur général, à l'époque, c'était Valentin Glushko, pour vérifier à quel point ce système de ravitaillement fonctionne, s'il fonctionne bien, comme elle a été créée premièrement en Union soviétique. Et en plus, ma première sortie extravéhiculaire, donc moi, en gros, j'en ai eu 6. Et les sorties donc, sur la station Salyut 7, ils ont été consacrés plutôt, donc vous voyez, au système et à la correction de ce système de ravitaillement avec du carburant. Il y a aussi, on a travaillé aussi sur l'augmentation de l'espace des batteries solaires. En plus, on a réparé aussi des appareils liés toujours à ce système de ravitaillement. Malgré le fait que le vol a presque 8 mois, il était bien dense et bien intéressant. On avait beaucoup d'activités activités liées sur des vaisseaux. Donc, tout s'est bien passé. Pour nous, ces 8 mois étaient très intéressants et très riches au niveau de l'expérience. Et alors, à peine un an après ce vol sur Salyut 7, vous avez réalisé une autre mission qui a été historique, puisque c'était le premier vol à bord de la station Mir en 1986. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque avec Leonid Denisovitch Kizim, vous avez pris votre vaisseau Soyouz et vous avez volé depuis la station Mir jusqu'à la station Salyut 7. C'était la première fois qu'on faisait ça, et d'ailleurs, ça n'a jamais été refait depuis. Alors, racontez-nous, s'il vous plaît, ce vol à la fois sur Mir et sur Salyut 7. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez fait cet aller-retour d'une station à une autre, et comment est-ce que vous vous y êtes pris? Вы понимаете, да, действительно. Vous voyez, en effet, presque 1 an et demi après donc, mon premier vol, mon deuxième vol a eu lieu. Pour moi, c'était inhabituel. Vous voyez, on vient de revenir après ce vol sur Salyut 7 et il fallait
il fallait réaliser beaucoup d'expériences scientifiques parce que donc la station Salyut 7, il a juste utilisé sa ressource principale, l'appareil qui coûtait cher. Donc, après ce premier vol sur Salyut 7, moi, en tant qu'employé au sein de notre organisation Energia, donc j'ai commencé à travailler sur la gestion de vols sur la station Mir, et on a voulu le faire pour le nouveau congrès du Parti communiste. Et pour nous, c'était très important de respecter ces délais-là. Et la situation était paradoxale parce que notre première station, ancienne station Salyut 7, il fallait envoyer déjà des équipages là-dessus. Mais la deuxième station Mir, qui a été lancée beaucoup plus tard, elle était une station tout à fait nouvelle, mais demandait quand même la présence d'un équipage avec des personnes qui sont capables de faire le nécessaire, de rendre tout pour effectuer des vols de manière calme pour nous. Mais qui plus est, les vaisseaux, de nouveaux vaisseaux Soyuz n'ont pas été encore prêts. PM, et parmi les vaisseaux qui étaient prêts à partir, à décoller, il n'y avait qu'un seul. Donc, un seul vaisseau et deux stations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Et d'où nous avons trouvé quand même une solution. Et l'idée principale appartient à Konstantin Feoktistov. Et il a trouvé donc cette solution d'effectuer le vol interorbitaire. Donc, d'abord, il fallait faire le vol sur la station Mir pour lui équiper avec tout ce qu'il faut. Il y avait 2 ou 3 vaisseaux de cargo, Progress. Nous avons réussi à faire l'approvisionnement, ravitaillement. Nous avons donc réussi à l'équiper de l'appareil nécessaire. Et puis, nous avons décidé d'effectuer le vol jusqu'à Salyut 7 pour continuer tout sur cet appareil bien cher. Parce que notre équipage, Leonid Kizim et moi, nous venons de rentrer de la station Salyut 7. Nous avons tout appris et nous avons connu jusqu'à tout petit détail. Comme je vous ai expliqué sur Salyut 7, moi, je la connaissais déjà. Et pour la station Mir, j'ai fait toutes les expériences sur le sol, sur Terre. Et notre équipage, on nous a proposé, que nous deux, nous avons connu bien les 2 stations, donc on nous a proposé d'effectuer dans le même équipage, de faire un vol sur ces 2 stations, le 13 mars, sur le vaisseau Soyuz, le seul pour les 2 stations, unique pour les 2 stations. Nos ingénieurs et nos scientifiques ont fait tout pour que Soyuz soit bien adapté sur les 2 stations. Tout d'abord, nous avons volé vers la station Mir. Puis la station, on a fait quelques vaisseaux de cargo. Il y avait maintenant assez de carburant. Tous les systèmes fonctionnaient bien. La navigation, l'orientation, la communication avec la Terre, tous les systèmes fonctionnaient bien. Et puis, on a changé. Donc, et sur Soyuz, cela nous a pris 2 jours. Nous avons réussi à atteindre la station Salyut 7. Ce vol était assez difficile, assez compliqué pour nous. Il a demandé des calculs balistiques bien précis, de maîtrise de cosmonaute chez mon collègue Leonid Kizim, il était un pilote exceptionnel. Là, donc, ça a été une réussite et il y avait
deux appareils scientifiques qu'on a réussi à installer. Et la première sortie extravéhiculaire a eu lieu. Et puis, nous avons réussi à ouvrir une ferme à Las qui est un prototype d'autres constructions que l'on utilise actuellement, grâce à quoi nous avons réussi à faire de recherches scientifiques nécessaires là-dessus. Il était prévu d'abord que nous volions sur Mir et puis à une seule reprise faisions un vol vers Salyut 7, mais Valérie Rumin, pilote cosmonaute que vous connaissez très bien, je crois, qui a été le directeur, qui a dirigé ce vol à l'époque, il nous a dit que le niveau de pilotage était très bon lorsque vous êtes reparti de la station Mir. Vous avez réussi à accumuler beaucoup de carburant. Est-ce que pour vous, cela ne pose pas de problème de revenir de Salyut 7 vers la station Mir de nouveau? Nous étions d'accord. Nous avons tout de suite compris que nous serions le dernier équipage sur la station. Pour cette raison, notre tâche principale, il nous a fallu de prendre tout l'équipement qui pourrait être nécessaire après sur la station Mir, de prendre avec nous. Nous avons pris tout ce qu'il fallait. Et en fait, le volume de cet équipement, même au niveau de taille, il était beaucoup plus grand que prévu. Bon, parce qu'on comprenait bien que Salyut 7 probablement ne fonctionnerait plus. Et avec tout cet appareil, c'était tout ce que l'on pouvait prendre. L'appareil, donc des médicaments, l'équipement de photo, des caméras, presque tout. Et donc, on est revenu de nouveau vers la station Mir, donc déjà de la station Salyut 7. Cela nous a pris 2 jours. Et puis, depuis presque un mois, nous avons réalisé notre vol sur la station Mir. Donc, au total, le vol a pris 4 jours. Donc, 4 mois, pardon. Bon, vous voyez, c'est l'histoire comme ça. C'est une histoire absolument passionnante. Alors, maintenant, je me dirige vers vous, Michel. Alors, vous, Michel, vous avez volé sur Mir un petit peu après Vladimir Alexeyevitch. Vous y êtes allé en 1992. C'était la très célèbre mission Antares. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel souvenir vous gardez de cette mission Antares? Comment est-ce que vous avez trouvé la station Mir? Et quelles étaient à bord les conditions de vie, les conditions de travail? Alors, la station Mir, j'y suis allé en 92, mais après un entraînement que j'avais commencé en 86, donc j'ai fait 2 entraînements, un pour la mission Antares où j'étais remplaçant de Jean-Loup Chrétien, et après j'étais numéro 1 sur la mission Antares. Enfin, j'étais d'abord Aragats numéro 2, puis après Antares numéro 1. Quand je suis arrivé dans la station Mir, d'abord, on y va après un voyage en Soyouz qui durait à l'époque 2 jours, donc 2 jours en Soyouz, avec un décollage extrêmement impressionnant. Enfin, le premier décollage est toujours très impressionnant, bien sûr, surtout surpris par la poussée de 4G qui était longue pour arriver à la vitesse fatidique de 28 000 km/h pour tourner autour de la Terre. Et 2 jours dans le vaisseau Soyouz où on est un peu fatigué quand même, la découverte de la station Mir ensuite que j'ai vue par le hublot droit, on était un petit peu en dessous, et l'arrivée dans la station Mir. Il faut vous dire que lorsque vous avez passé 2 jours dans le Soyouz, qui est quand même assez petit, et que vous arrivez dans la station, j'ai eu un sentiment de grand air, de bon air, de propreté, d'une station jolie. Et j'ai beaucoup aimé l'arrivée dans la station. On était fatigué et dans la manœuvre de rapprochement de la station, il y a des moments où les contrôleurs donnent des informations au vaisseau Soyouz, des moments où l'équipage du Soyouz va parler, des moments où l'équipage de la station Mir va parler. Et dans la station Mir, il y avait Viktorienko et Kaleri, et dans le vaisseau Soyouz, il y avait Adveyev et Salaviov, Anatoly Salaviov, hein, l'autre Salaviov. Et dans un blanc
conversation entre la station Mir et le vaisseau Soyouz. Il y a Victor Echo qui dit je sais que vous êtes fatigué, vous allez arriver dans peu de temps dans la station. Nous, on ne savait pas si on allait arriver à faire le rendez-vous. C'est quand même une manœuvre difficile à chaque fois, avec des systèmes automatiques, avec un backup manuel. Et l'équipage qui est dans la station Mir nous dit bon, écoutez, vous allez bientôt arriver. Qu'est-ce qu'on vous prépare comme boisson? Est-ce que vous voulez un thé, un chocolat, un café? Et j'avais été vraiment surpris de voir la façon de parler extrêmement naturelle et extrêmement habituelle, alors qu'on faisait une manœuvre extrêmement compliquée, qui est un rendez-vous à 28 000 km à l'heure. Et ensuite, quand je suis arrivé dans la station Mir, j'ai trouvé que c'était vraiment très propre. Ça sentait bon par rapport au Soyouz. C'était bien rangé, c'était bien organisé. L'équipage m'avait confié un module pour moi-même qui était ma chambre à coucher et mon rangement. Donc, tous les soirs, je rentrais dans mes appartements où je pouvais faire ce que je voulais pratiquement pour dormir ou regarder la Terre. Et on travaillait beaucoup dans nos expériences, bien sûr, surtout au départ, parce que la façon de travailler, quand même, n'est pas immédiate au départ. Il faut prendre ses repères. C'est un peu plus long que ce qu'on faisait au sol, hein, donc il y a une période d'adaptation dans l'espace. Et puis, au bout de quelques jours, eh bien, on est tout à fait dans son élément et on arrive à travailler plus rapidement. Et d'ailleurs, l'anecdote de la conversation radio avec le café et le thé a donné lieu au titre d'un excellent ouvrage que je recommande à toutes les personnes qui nous suivent ce soir, et donc qui s'appelle Un café dans l'espace par Michel Tonini. Alors, merci Michel. Je reviens vers vous, Vladimir Alexeyevitch. Alors, vous avez participé Est-ce que vous avez participé, vous, à la conception de la station Mir? Et quelles étaient les principales différences qu'on pouvait avoir justement entre la station Salyut 7 et la station Mir? Est-ce que la vie à bord de Mir était très скажу честно, différente de bord de Salyut? Ну, скажу откровенно, что в создании станции Мир я принимал участие. J'ai participé à la création de la station Mir pendant 1 an et demi, 2 ans. Avant, je m'étais occupé des stations Salut, je me préparais au vol et j'avais beaucoup passé de temps à la Cité des Étoiles et moins au sein d'Energia. Mais oui, je connaissais bien cette station. La station Mir, il y avait beaucoup de différences avec la station Salut. Bien sûr, c'était une station beaucoup plus sûre. Il y avait beaucoup de systèmes qui étaient des systèmes de réserve. Et c'était une station beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus smart. Il y avait des équipements computationnels de calcul qui permettaient d'avoir des régimes très précis, très sûrs, régime d'orientation, de navigation, régime de rapprochement avec les vaisseaux cargo. Cette station a été créée comme une station à plusieurs modules. Nous, avec Leonid Kizim, on est venus et on n'avait qu'un seul module à l'époque et les gabarits étaient à peu près similaires que ceux du Salyut 7. Et puis ensuite, pendant quelques années, nous avons équipé la station Mir, on a rajouté un grand nombre de modules après. Et donc, à la fin, évidemment, le volume des compartiments d'habitation à Salyut, il y avait 80 mètres cubes et ici, le volume était 6 fois, 7 fois plus important que Salyut. Et plus il y a de volume habitable, donc plus on peut placer d'équipements scientifiques, de choses utiles, et plus on peut mener d'expériences utiles et expériences scientifiques. Donc, cette station Mir était très différente de Salyut et elle était meilleure, nettement meilleure. Les conditions de travail, en tout cas les conditions de vie à bord de cette station, permettaient de faire
beaucoup de choses, de travailler de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intense, et de réaliser aussi des expéditions de plus longue durée. À bord de Mir, nous avons réalisé cette expédition d'une durée d'1 an. Et puis ensuite, notre médecin cosmonaute Valérie Polakov a passé 1 an et demi à bord de cette station, sans interruption. Il est revenu bon pied, bon oeil, en bonne santé. Alors, Michel, l'espace a longtemps été, et est toujours d'ailleurs, un sujet de collaboration internationale malgré certaines difficultés politiques. On a parlé, le vol de Jean-Luc Chrétien, il a eu lieu en 1982 pendant la guerre froide. Est-ce que vous avez ressenti en 1992 que votre mission, elle était non seulement technique et scientifique, mais aussi diplomatique? Est-ce que vous considériez les cosmonautes russes comme de potentiels adversaires ou simplement comme des collègues? Alors, au départ, dans cette mission que j'ai faite en Antares, j'ai d'abord rencontré le président français, M. Mitterrand, qui était venu à Baïkonour pour le décollage de Jean-Luc Chrétien. Et pendant le décollage de Jean-Luc Chrétien, j'étais à ses côtés, du président français. Et il me demandait comment se passait le décollage, comment était l'intérieur, quelles étaient les informations qu'on avait, j'essayais de lui expliquer un peu tout ça. Et quand on a vu le décollage qui a duré 9 minutes, à l'après, il m'a dit, bon, écoutez, Tolini, ne vous inquiétez pas, vous serez le prochain à décoller. Donc, le fait que le président vienne à Baïkonour avec le Concorde à l'époque était quand même un signe diplomatique assez important. Moi, dans ma mission, je n'ai pas vraiment ressenti que c'était une mission diplomatique parce que moi, j'avais des expériences à faire et c'est vrai que j'avais un programme assez chargé et c'est vrai que les Russes m'aidaient beaucoup. Au départ, je n'arrivais pas à comprendre où est-ce qu'il fallait que je branche tel ou tel instrument. Et les Russes étaient toujours là pour m'aider. Donc, il y avait vraiment un système d'entraide assez important. Et je me souviens que moi, je n'avais pas le temps de faire des photos des expériences. Et Viktorenko, qui était très occupé parce qu'il allait rentrer avec moi après un vol de 6 mois, il prenait tout son temps libre et même sur son temps de travail pour faire toutes les vidéos et toutes les informations importantes sur ce vol. Donc, c'était pas une mission diplomatique. Après, la mission que j'ai eue, moi, après mon vol, est tournée en diplomatique puisque j'ai volé en 92. Les accords finalisés sur la Station spatiale internationale ont été signés en 93. Et après, je suis parti à la NASA, principalement, avec Jean-Luc Chrétien, principalement pour aider un petit peu ce rapprochement entre les Russes et les Américains. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la NASA, je me souviens très très bien que certains professeurs nous disaient, professeurs américains, nous disaient cette station avec les Russes, on n'y croit pas trop, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va pousser et je pense que ça ne se fera pas. Donc, Chrétien et moi, on était un peu à la NASA comme donneurs de bonnes paroles et c'est vrai que tous les jours, les Américains nous posaient des questions sur cette expérience avec les Russes parce qu'ils voulaient savoir si vraiment c'était faisable ou pas. Et donc, moi, j'ai vraiment œuvré, j'ai donné tout mon cœur pour expliquer que c'était une coopération que l'on voyait d'un œil extrêmement favorable. Alors, c'est vrai que les gens dans la station spatiale, comme Viktorenko, étaient un pilote de chasse comme moi, et moi j'étais un pilote de chasse comme lui. On a dû être sur des territoires de concurrence militaire à un moment donné. Mais lorsqu'on est là-haut, on oublie tout ça. Il y a un sentiment qui a été rapporté par beaucoup d'astronautes, c'est que lorsque vous êtes sur Terre, on voit les cartes de la Terre avec des frontières qui sont des frontières horizontales. Mais dès qu'on est dans l'espace, la seule frontière qui existe, c'est la frontière noire entre la Terre, l'atmosphère et le noir infini, le noir sidéral. Et donc, on est tous dans le même bateau, dans la même station spatiale à remplir la même mission. Et il n'y a plus de différence de pays. On est tous frères, il y a une fraternité, une confraternité spatiale. Alors, vous avez dû apprendre le russe pour pouvoir voler. Pendant la mission à bord du Soyouz et à bord de Mir, les échanges se faisaient tous en russe? Oui. Alors, le russe, si vous voulez, c'est Vladimir qui m'a dit ça. C'est compliqué les 25 premières années. Après, c'est facile. Oui, il avait bien raison. Ouais. Donc, au début, je pensais que j'allais jamais y arriver. Mais les Russes me disaient Pavtarenie matuchenie, donc ils m'ont dit répète, et à force, tu vas y arriver.
Et effectivement, au début, on croit qu'on n'y arrivera jamais, mais c'était à coup de 6 heures, 8 heures de russe par jour. Donc, c'était assez exténuant quand même au départ. Et puis après, un jour, on arrive à faire une phrase. Les Russes vous regardent et ils vous comprennent et ils vous répondent en russe. Et là, vous avez compris que vous avez la confiance dans votre façon de parler russe. Et après, c'est une langue qui est tellement dure à apprendre qu'on ne peut plus l'oublier. Oui, j'imagine. Alors, Vladimir Alexeyevitch, on a beaucoup parlé du passé. Je vous propose de parler un petit peu de l'avenir. On parle beaucoup de la station Ross, le projet de station Ross pour remplacer la station spatiale internationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette station, en quoi elle sera différente de la station internationale et si vous pensez qu'elle existera un jour ou si c'est juste une idée? Non, vous savez, je suis sûre, je pense qu'elle sera lancée un jour et je ne sais pas dans quel quand elle sera lancée, peut-être en 2027-2028, peut-être. Mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Notre société Energia, au sein de notre société, nous occupons de la création d'une nouvelle station orbitale et c'est tout à fait naturel, il faut avancer. Et c'est un désir de créer dans cet espace hostile, agressif, un désir de créer quelque chose de nouveau, un équipement nouveau, plus sophistiqué, plus sûr. Et ça fait 2 ans qu'on propose cette nouvelle station de manière active au sein de différents cercles, au niveau du gouvernement, au niveau de l'agence spatiale russe, pour la société Roscosmos, justement, on propose ça et nous voudrions faire en sorte que cette station soit basée sur des principes nouveaux. Cela doit être une construction ouverte à modules et nous voudrions faire en sorte que cette station soit une station de base, en quelque sorte. Et il faut qu'elle ait la possibilité de lancer elle-même des appareils automatiques sur différentes orbites qui, après avoir servi, pourraient être ravitaillés. Et je voudrais faire cela parce que je me suis toujours occupée de ravitaillement, ces questions de ravitaillement. Et donc, il faut que ça serve bien. Il faut que ce système serve pour d'autres stations orbitales. Et une autre circonstance, la Russie est un pays nordique. Et ce qu'on voudrait faire, et je pense que c'est important d'étudier ça, étudier nos régions du Nord et faire des recherches depuis l'espace, faire de la télédétection là où il y a ces régions polaires. Et actuellement, l'angle d'inclinaison entre l'équateur et l'orbite, alors on n'a que 51 degrés de latitude nord et sud, et donc actuellement, on ne peut observer que 15-20% du territoire de la Russie. C'est très peu et c'est dommageable. Et ce qu'on voudrait, c'est voir le plus souvent de l'espace ces régions polaires, la toundra, ces régions qui sont riches en hydrocarbures. On a beaucoup d'entreprises industrielles qui sont là. Et donc, on voudrait utiliser ces orbites polaires, ces orbites héliosynchrones, et cela permettrait d'observer beaucoup de choses. Il faut des angles spéciaux d'inclinaison qui permettraient d'observer toute la Terre.
il y a beaucoup de processus intéressants qui se passent non seulement dans l'Arctique, mais aussi dans l'Antarctique. Et on sait qu'il y a le réchauffement climatique et beaucoup de spécialistes météorologues disent que l'Arctique et l'Antarctique, même plus l'Arctique, c'est une sorte c'est une source qui influe sur le changement climatique et il faudrait voir depuis l'espace ces territoires au-dessus desquels on n'a jamais volé. Les stations orbitales n'avaient jamais volé. Les orbites les plus hautes atteintes par nos vaisseaux et les vaisseaux de la NASA, c'est de l'ordre 60 degrés, un peu plus peut-être, que l'angle où est placée l'ISS. Donc, il faut, et on essaie de créer, donc on est au stade de projet, hein, on a des documentations techniques, mais on voudrait que cette station orbitale russe vole un jour, soit lancée. Et alors d'ici là, il y a eu récemment une réussite dans le programme spatial russe, puisque vous avez réussi à lancer et à amarrer à la station internationale le module Nauka. Je le vois d'ailleurs sur la fiche juste derrière vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du module Nauka et nous expliquer à quoi il sert et ce qui va permettre d'ajouter à la station spatiale internationale? Да, действительно. Oui. Fin juillet, nous avons amarré avec succès à l'ISS, donc ce module Nauka. C'est un module scientifique très grand, assez grand. Et ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut maintenant l'intégrer, se l'approprier. Hein, il faut l'intégrer à l'ISS et notamment au segment russe. Sur ce module, il y a beaucoup d'équipements scientifiques de différents types. Par exemple, j'ai le plaisir de souligner que sur ce module, il y a un complexe robotique européen, ERA, qui est venu à bord de ce module. Donc, c'est un bras robotisé, très sérieux, très sophistiqué. Et selon l'opinion de nos scientifiques et d'autres scientifiques qui s'occupent de la robotique dans l'espace, cela permettra de réaliser des tâches beaucoup plus sérieuses, plus substantielles dans l'espace. Et ça permettra d'aider les cosmonautes et parfois même de remplacer des cosmonautes. Parfois, l'espace est un espace risqué, hein. Donc, ça permettra de trouver des voies de réserve pour réaliser certaines choses à l'extérieur de la station, à la surface extérieure de la station. Et donc, ce module a beaucoup d'équipements internationaux. Et je le répète, nous devons intégrer donc ce module. Nous devons intégrer ce module dans la station, dans l'ISS. Ce n'est pas encore tout à fait fini. À la fin de novembre, nous allons lancer un autre module, un petit module que nous allons amarrer au module Nauka. Et dans ce cas-là, on aura une unité scientifique très sérieuse. Nous allons aussi amarrer un SAS, hein, pour ce module, pour qu'on puisse faire des sorties extravéhiculaires. Nous allons aussi amarrer des radiateurs de diminution de chaleur. Ça, c'est un problème important dans l'espace parce que nous sommes tous, nous les gens, les équipements, secrètent de la chaleur et c'est difficile de rejeter cette chaleur dans le vide, dans l'espace. Et donc, il y a des panneaux de régulation thermique qui sont importants, il faut les installer, ça permettra
de faire des travaux importants à l'intérieur du module. Donc, nous sommes ravis de voir que ce module a été amarré dès la première fois. Bon, il y a eu quelques aspérités, mais quand même, ça s'est bien passé. On a réussi à gérer ça, on a tout surmonté. Et maintenant, nous occupons actuellement. Et alors, il y a un autre projet dont on parle beaucoup, c'est le vaisseau russe Oriol. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques informations sur le développement d'Oriol? Où est-ce qu'on en est dans la construction de ce nouveau vaisseau? Et est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra voir un cosmonaute russe marcher sur la Lune après avoir voyagé dans un vaisseau Oriol? Да, действительно. Oui, en effet, notre organisation, depuis plusieurs années, travaille sur ce projet. Il travaille sur le développement du vaisseau Oriol. C'est notre nouveau vaisseau, bien perspective. C'est d'une autre dimension, d'une autre taille. Il est beaucoup plus lourd. Il permet d'avoir 4 pilotes, 4 cosmonautes à son bord. Et pour le retour, il est possible de prendre 6. On le fait exprès pour pouvoir trouver des solutions de ceci au niveau de sauvetage des cosmonautes pour faire revenir plus de personnes. On a pensé quand même à le lancer dans les années 2024-2025, mais en effet, tous les délais que l'on met pour nous à notre agence spatiale russe ou en Chine ou à l'agence NASA, dans tous les pays qui s'occupent donc de ces activités, on peut dire que tous ces délais sont bien approximatifs parce que l'équipement est bien compliqué. Tous les appareils sont difficiles, ils sont à vérifier. Il faut faire beaucoup d'essais et parfois ces essais ne donnent pas de résultats positifs. Donc après, il faut retravailler des choses, apporter des corrections. Donc ça peut être que les délais ne soient pas respectés. Donc on a pensé que d'abord, ce sera un vol sans pilote et puis un vol déjà piloté. Oui, c'est vrai, c'est pour les vols interplanétaires, plutôt même lunaires. Il devra entrer sur la deuxième couche d'atmosphère avec la deuxième vitesse spatiale. Cette vitesse, elle dépasse bien évidemment 28 000 km/h. Comme on le fait, ce vaisseau, je suis persuadée que les cosmonautes russes, ils pourront effectuer un vol sur la Lune sur ce vaisseau, mais il faut faire quand même un parcours bien long et difficile. Parce que tout d'abord, il nous faut faire des essais sur ces vaisseaux à la station Ross ou à la station spatiale internationale. Tout d'abord, ce seront des vols donc, comme on le fait d'habitude, et puis c'est la Lune. Alors, je me tourne de nouveau vers vous, Michel. On va quitter la Russie quelques minutes seulement, je vous rassure. Je voudrais parler de votre deuxième vol dans l'espace, Michel, qui a donc eu lieu sur la navette américaine Columbia en 1999. Donc, est-ce que vous pouvez également nous raconter un petit peu les points forts, les temps forts de ce vol sur Columbia? J'ai lu qu'il y avait eu de gros incidents avec les moteurs pendant le décollage. Alors, si vous pouvez nous raconter succinctement ce qui s'est passé. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que vous étiez conscient de ce qui se passait pendant le lancement ou est-ce que vous avez appris tout ça après? C'est une mission qui avait pas mal de caractéristiques. On lançait un télescope
détecteur rayon X qu'on appelle Chandra, qui était assez lourd, hein, qui faisait toute la taille de la navette. Donc, on a fait un vol uniquement de 5 jours avec 5 personnes à bord à cause du poids qui avait été très, très important avec le télescope. Et l'entraînement a duré longtemps, plus longtemps que prévu, parce que le télescope était un petit peu en retard. On a des problèmes techniques sur le télescope et après sur la navette. Et lorsqu'on a finalement décollé, la première fois qu'on a décollé, on avait un capteur de pression d'un moteur qui a mal fonctionné à 7 secondes avant le décollage. Or, les moteurs s'allument à 6 secondes, donc on a annulé le décollage à ce moment-là. On est reparti chez nous. Alors, c'était une manœuvre assez importante, hein, parce qu'il faut 2h30 pour rentrer sur la navette, 2h30 pour redescendre. Le lendemain, on a essayé de redécoller. Moi, j'étais dans la partie du flight deck. Je voyais les orages qui rentraient dans la cabine. Donc, je me suis dit, ça, on ne décollera jamais comme ça. Et effectivement, on n'a pas décollé ce jour-là non plus. Donc, on a essayé de redécoller 3 jours plus tard. On a attendu un jour de plus de repos. On a redécollé le 3e jour. Et pendant ce décollage, on a eu 2 pannes assez graves, puisqu'on a perdu un morceau de moteur au décollage sur le moteur droite. Ce morceau de moteur, qui était une tige métallique d'environ 10 cm, a tapé sur la tuyère, laquelle tuyère est refroidie par de l'hydrogène primaire. Donc, on a une fuite d'hydrogène pour le décollage et la température moteur est montée à 70% de sa valeur maximale. Mais non seulement ça, c'est-à-dire que juste après le décollage, 1 seconde après le décollage, on a une panne électrique assez importante, ce qui fait que tout le voyau de panne de la navette s'est allumé. Et c'était une panne assez importante sur la partie phase alternative de la navette. Et cette panne, on l'avait répétée au simulateur environ 3 semaines avant le décollage. Donc, on a vraiment répété comme au simulateur. Et dans cette panne, celui qui intervient, c'était le pilote qui est en place droite. Et moi, j'étais aussi en place droite à arrière. Donc, on a travaillé en couple. Donc, on était très concentrés. On était conscient de ce qui se passait au niveau de la panne électrique. Mais on n'a jamais connu la panne moteur, sauf qu'arrivé en altitude, on était à peu près 10 km en dessous de l'altitude nominale. Et ça correspondait au fait qu'on avait perdu de l'hydrogène dans cette fuite d'hydrogène pendant le décollage. Et après le décollage, les responsables du centre de contrôle de Houston nous ont dit qu'on était à 70% de la température maximale. Donc, il attendait que la température monte à 90% pour nous demander de couper ce moteur-là. Et en fonction de la position qu'on aurait de la navette, on pouvait soit faire un RTLS et retourner se poser à Cap Canaveral, ou bien continuer à se poser en Espagne. Donc, c'était un choix qu'on n'a pas utilisé parce qu'on est resté en altitude, mais avec une altitude plus basse que l'altitude nominale. D'accord, une histoire assez impressionnante. Oui. Alors, je me retourne de nouveau vers vous, Vladimir Alexeyevitch. On a beaucoup parlé ce mois-ci, en octobre, du film Vizov, qui a été tourné à bord de la Station spatiale internationale avec l'actrice Yulia Peresild et le réalisateur Shipienko. Alors, dans les années 80, vous aviez déjà tourné un film dans l'espace. C'était le film Возвращение с орбиты, Retour de l'orbite. Donc, c'était à bord de la station Salyut 7 et c'était en 83, à l'époque où vous étiez vous-même cosmonaute. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cet épisode et est-ce que vous aviez participé à l'époque à ce projet? Я не очень понял, этот вопрос ко мне. Но вы знаете, у меня отношение к фильму «Салют-7» в высшей степени негативное. Вопрос был по фильму «Возвращение с орбиты». «Возвращение с орбиты». Не соответствует ни в малейшей степени реальным событиям. Du coup, elle parle du film. Nicolas, elle n'a pas compris. Il parle du film Salut 7. Et il n'aime pas le film. Elle n'a pas le film. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans ce film ne correspond pas du tout à la réalité. Et de faire réparer, par exemple, le capteur avec n'importe quel appareil, c'est n'importe quoi. Et en tout ce qui concerne le film Vizov, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je ne peux rien dire. On va voir ce que ça va donner. Mais si vous voulez, vous pouvez reposer la question sur le film dans les années 80. Oui, Vladimir Alexeyevitch, donc vous parlez effectivement du film Salyut 7, mais alors moi je pensais à un autre film qui a été réalisé donc en 1983, et donc à l'époque l'équipage de Lyakov et Alexandrov avait tourné des scènes de ce film
à bord de Salyut 7. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Hein. Moi, je demandais justement, ma question était, est-ce que vous étiez au courant de ce projet? Est-ce que vous y aviez participé? C'était en 83. Это документальный фильм? Non, non, C'est un c'était... film documentaire? Non, non, du tout, c'était une fiction. C'était une fiction. C'était l'équipage de Alexandre А Alexandrov. кто его создал? C'est qui l'a fait? Qui est le réalisateur? Alors là, je l'ignore. На Салюте 7 летал Виктор Савиных и Sur Владимир. Salyut 7, Viktor Savinir et Vladimir Dzenibekov, c'est eux qui ont effectué le vol. Et je crois que c'est eux qui se sont les deux héros de ce film. Je les connais très bien. Mais les deux, ils détestent ce film Salyut 7, mais le film dont vous parlez, malheureusement, je ne connais pas. Mais j'adore quand même le film américain Apollon 13. Ça, c'est un film qui est bien fait, qui a été fait avec de rigueur, qui transmet toutes les épreuves de la famille, de la personne qui a dirigé le vol. Et à mon avis, ce film est très proche à notre vraie situation, à toutes les situations auxquelles font face les cosmonautes et tous les participants et la famille. À mon avis, c'est un véritable film sur l'espace. Je suis d'accord avec vous, c'est un film excellent. Alors, on va conclure, il va être 20 heures, par une dernière question. Je vais poser la même question à vous deux, messieurs. On va commencer par Vladimir. On parle de plus en plus de stations spatiales privées. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y a un nouveau projet américain de station spatiale privée qui a été annoncé. Alors, moi, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de tout ça, ce que vous pensiez des projets de stations spatiales privées. Est-ce que vous pensez que ces projets ont de l'avenir? Et de manière plus générale, est-ce que vous pensez que la cosmonautique privée a de l'avenir? On va commencer par Vladimir, si vous voulez bien. Ну, вы знаете, в общем-то и Vous целом... voyez, à mon avis, la cosmonautique privée, on a déjà des entreprises privées, il existe déjà. Il y a des entreprises bien importantes de rigueur. Il y a donc des entreprises qui ne font pas leur travail assez bien, mais quand même pour créer des stations orbitales bien compliquées, là, ce n'est pas facile pour les entreprises privées. Je ne crois pas que l'avenir sera pour les entreprises privées, mais plutôt pour l'espace international. À mon avis, il faut bien investir, donc les fonds qu'il faut investir dans les programmes de l'espace, ça, ne sont que plusieurs pays qui pourront le faire. Donc, ça devait être de toute façon un projet international. Donc, ça devait être des projets communs, des projets internationaux. Et grâce à ceci, il y a par exemple, des spécialistes internationaux, donc un équipage mixte et pas que au bord, mais aussi des scientifiques des pays différents qui peuvent collaborer. Donc, et là, si on trouve des personnes en effet dévouées et intéressées, moi, je souhaite vous raconter une anecdote. Avec mon épouse, on est rentré exprès. On a terminé notre vacances de ski alpin, et je suis revenue exprès pour parler à Michel et Patrick. Et j'ai apporté donc beaucoup d'amandes à Patrick Babry, parce que moi j'ai pris la voiture en location, et en effet elle a été enregistrée sur son compte, sur le compte de Patrick Babry, mais de toute façon on a organisé beaucoup de conférences de presse ensemble. Je crois que Michel il se souvient bien de ces jours de ce que je raconte. Et vous voyez, c'est en effet ce dévouement. Grâce à ceci, nous devenons comme de vrais frères qui s'occupent du même sujet au cœur pour nous tous. Alors, Michel, qu'est-ce que vous pensez de ces projets privés? Alors, quand je regarde le projet Axiom qui est fait par la NASA, il correspond un petit peu à la feuille de route qui avait été donnée par la NASA, c'est-à-dire
laisser les budgets et les projets américains pour le gouvernement, c'est-à-dire l'agence de la NASA, faire la station qui va autour de la Lune, hein, ce qu'on appelle le Gateway, avec l'atterrissage sur la Lune. Mais ce sont des missions courtes et ce sont des missions pour peu d'astronautes. Et par contre, la station Axiom serait une station en orbite basse qui serait au départ rattachée peut-être à la station ISS et après qui partirait toute seule. Et donc, ça permettrait aux Américains d'avoir une station en orbite basse pour les vols privés, pour les utilisations commerciales, et une station étatique pour l'étude scientifique qui serait autour de la Lune, dont on a besoin pour se poser sur la Lune, mieux étudier le sol lunaire, y aller pour des raisons scientifiques plus importantes, mais aussi étudier, par exemple, les phénomènes qui nous permettront d'aller sur Mars, comme les radiations et la protection en radiation. Donc, cette station autour de la Lune, elle a vraiment un sens scientifique assez important. Et cette station Axiom, elle peut très bien servir à des vols commerciaux pour fabriquer des médicaments, des textiles, de la nanotechnologie, des nouveaux composants électroniques, par exemple, et aussi faire voler des astronautes soit américains, soit en coopération avec les Américains. Donc, c'est un peu une façon d'aller vers l'exploration lointaine qui ira vers Mars ou qui ira vers les astéroïdes. Donc, c'est pas impossible de le faire. Maintenant, il faut regarder de façon très précise comment se passe le financement et l'équilibre budgétaire de ces stations spatiales privées. Est-ce que c'est viable au niveau budget? Et ça reste encore à démontrer dans les années qui vont venir. Oui, et ce sera évidemment le nerf de la guerre. Alors, il est 20 heures, donc je vais en finir avec mes questions. J'ai juste une dernière question à poser à Vladimir Alexeyevitch. Vladimir Alexeyevitch, je suis allé de très nombreuses fois à Moscou et depuis quelques années, à chaque fois que je vais à VDNH, je vois votre buste puisque vous avez maintenant une statue là-bas. Alors, je voulais savoir tout simplement si vous arrivez régulièrement d'aller voir votre statue à Moscou à côté du musée de la cosmonautique. En effet, j'y étais qu'une seule fois lorsque ce buste a été inauguré. Sinon, j'y ai jamais pensé. Moi, j'ai même pas pensé que j'ai un monument qui m'est consacré à Moscou. C'était la seule fois que j'ai assisté. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Vladimir Alexeyevitch. Je vous remercie beaucoup, Michel Tonini, de vous être prêté à cet exercice. Alors, je rends la parole à Constantin, peut-être. Да, Николя, спасибо, я подключаюсь. Oui, Nicolas, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous nos participants. Moi, je ne vois pas de questions de nos spectateurs que je pourrais poser qui sont bien différentes de ce que j'ai déjà posé comme question. Mais on a beaucoup donc de spectateurs des pays différents, de l'Italie, de Luxembourg, pas que de France. Puis, il y a beaucoup de villes françaises d'où les spectateurs nous regardent. C'est à Toulouse, à Maison-Lafitte, en Île-de-France, à Strasbourg. Je remercie donc tous nos participants pour leur activité. Puis, il y a des jeunes de notre section russe de Saint-Germain-en-Laye qui nous regardent. Je vous en remercie. Je crois que je tiens à vous remercier. La rencontre est très, très intéressante. Monsieur Soloviev, je tiens à vous remercier parce que les invités de ce niveau, pour nous, c'est un vrai cadeau. Ce n'est pas notre première rencontre avec les personnes qui ont grandement contribué à l'exploration de l'espace et au développement de recherche scientifique. Moi, je comprends que vous parlez français, que vous connaissez la France, vous connaissez Paris et nous espérons qu'après le changement ou la suppression de strictes mesures sanitaires, nous serons ravis de vous accueillir chez nous, dans nos locaux, dans la maison russe, où vous organisez le programme qui pourrait vous être intéressant en France ou à Paris. Ou si vous souhaitez avoir des rencontres scientifiques au sein des organisations scientifiques, au sein des universités, Monsieur Tonini, nous sommes ravis, nous sommes honorés de votre présence, de votre participation ce soir. Vous m'avez parlé
vous connaissiez déjà notre maison avant notre rencontre, même il y a plusieurs années. Je serais ravie de renouveler notre conversation directement dans les locaux de la Maison russe des sciences et de la culture. Nous serons ravis de vous accueillir au centre Namur. Merci beaucoup. Nicolas, merci beaucoup. Nous tenons à vous remercier. Vos connaissances sur l'exploration de l'espace, sur les technologies contemporaines et tout, c'est que notre choix de modérateur est parfait et vous le faites brillamment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer à travailler sur mon français depuis demain. À bientôt. Merci beaucoup. До свидания, Володя. До свидания всем. Да, я передам привет. Так, выключаемся.